on a vu le lien, y compris avec l'anecdote sur l'éléphant d'Afrique de forêt, entre mais plus sérieusement sur les puits de carbone et d'autres choses, pas plus sérieusement, parce que l'éléphant d'Afrique aussi c'est sérieux, mais disons plus largement, plus globalement, le lien entre le déclin de la biodiversité et la crise climatique. Alors j'en viens à la crise climatique, c'est les deux aspects de la crise écologique que je traiterai. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous préoccupe le plus tous, hein, on le sait, c'est évident. Bon. Alors, là-dessus, je ne développe pas sur le pourquoi, c'est-à-dire sur les fameux gaz à effet de serre, qui sont nombreux, il y en a 6, mais les deux plus terribles que l'on connaît, c'est évidemment le CO2, le gaz carbonique, qu'on produit, par exemple, par le biais de notre mobilité, de notre transport, et en particulier nos voitures individuelles et nos camions. C'est aussi le méthane, qu'on oublie trop souvent. Et un des aspects positifs de la dernière COP, qui est passé plus inaperçu que d'autres, c'est que le méthane, enfin, a été mis à l'ordre du jour. Or, le méthane, il réchauffe 30 fois plus l'atmosphère que le gaz carbonique, que le CO2. C'est terrible. Évidemment, on ne l'a pas utilisé jusqu'à présent beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'il dure beaucoup moins de temps, il a beaucoup moins d'inertie dans l'atmosphère que le CO2, et il a donc moins d'effet, malgré le fait qu'il réchauffe 30 fois plus. Mais quand même. Alors évidemment, il y a du méthane lié à certaines activités agricoles, comme la riziculture, par exemple, à l'échelle mondiale, qu'on ne peut pas retirer. Ça, il y a très peu de méthodes pour le faire. Il y a des améliorations techniques, mais elles sont limitées. Par contre, dans un pays, au niveau mondial, par satellite, on a fait des reportages qui montrent qu'il y a des fuites de méthane au niveau des installations pétrolières et surtout des installations gazières. Beaucoup de fuites de méthane. Et là, évidemment, il y a des choses à faire, c'est évident. De même qu'il y a des choses à faire par rapport à l'élevage intensif des ruminants, et en particulier des bovins. Ils ont cette particularité, les ruminants, de péter et aussi de digérer en produisant du méthane. Et oui, ils produisent beaucoup de méthane. C'est une des causes principales en France. Pas à l'échelle mondiale, mais en France. Et dans les pays développés où on mange beaucoup trop de nourriture carnée. J'y reviendrai. Donc on voit les liens entre déclin de la biodiversité et dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique, il a des conséquences, je n'en parle pas plus que les causes, je ne développe pas, vous les connaissez, car elles sont maintenant sensibles. C'est pas pour après-demain, comme on disait, c'est pas pour 2040, c'est maintenant. Les méga-feux, les inondations, les météos extrêmes, les pics de chaleur, les sécheresses, voilà. C'est devenu sensible, si vous voulez. Alors, la transition énergétique, là, du coup, qui est un pan, mais comme je l'ai dit, qui n'est pas toute la transition écologique, mais qui est un pan important de la transition écologique. Elle s'adresse d'abord, elle recouvre pratiquement tous les secteurs. J'ai déjà parlé des gaz à effet de serre produits par les énergies fossiles. Le charbon, très peu en France. On a encore 2 centrales à charbon. Elles devaient fermer en 2022-2023. Vous avez dit Macron, elles ne fermeront qu'en 2027. C'est grave, mais ce n'est pas dramatique au sens où elles ne produisent que 0,6, moins d'1%, donc 1,5% pratiquement, de notre électricité. C'est pas ce qui pollue le plus, je dirais. Il y a des pays comme la Pologne, voire l'Allemagne, malheureusement, où la pollution par le charbon en pleine Europe continue. Et je ne parle pas de l'Inde ou de la Chine. C'est terrible. 36% de la production d'électricité dans le monde est produite à partir de charbon. Ça, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Mais il y a aussi, évidemment, le pétrole qui, avec ses dérivés, sert dans nos voitures et dans nos transports. Voilà quelque chose de très important. Les transports, en France, c'est 31% de nos gaz à effet de serre. C'est le premier secteur. Et c'est le secteur qui baisse le moins jusqu'à présent. On va y revenir. Ensuite, vous avez d'autres secteurs qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre, pratiquement à égalité. Quand on prend l'ensemble des choses, à 19%, donc loin derrière les transports, vous avez l'agro-industrie, l'agriculture, si vous préférez, quelque part, et les bâtiments résidentiels et tertiaires, bureaux et habitations. Les industries, c'est là qu'il y a eu le plus d'efforts, particulièrement. Les industries, c'est 18%. C'est le 4e poste.
Mais attention, vous avez des industries très polluantes. Et actuellement, il y a des tentatives pour électrifier avec l'hydrogène, et l'hydrogène vert si possible, par exemple les aciéries. Il y a un bilan qui doit être fait sur les 50 points d'industrie les plus polluantes en France, qui ont en principe passé un accord avec l'État pour se décarboner au maximum. Là, l'hydrogène vert, au passage, jouera un rôle essentiel pour électrifier un certain nombre de données, etc. Alors, la transition énergétique, elle suppose, à mon avis, 3 piliers, c'est ce que disent les écologistes. Un plan de sobriété, un plan d'efficacité énergétique et un plan massif de développement en véritable filière industrielle, n'ayons pas peur du mot, des énergies renouvelables. Alors, électrique en particulier, évidemment, et c'est essentiellement le solaire photovoltaïque et l'éolien terrestre et marin, posé ou éolien, on y reviendra, et c'est aussi la chaleur renouvelable qu'on oublie souvent, parce que même si on doit passer, d'après les scénarios, par exemple, de l'ADEME ou du réseau de transport d'électricité, si on veut passer, comme dit RTE dans ses futurs énergétiques, de 25% à 55% d'électricité dans l'énergie finale consommée, il n'en restera 45%. Je reviendrai à la fin parce que c'est ce qui me pose le plus de problèmes comme solution. Alors, production de chaleur renouvelable, il y a des secteurs qui sont sinistrés aujourd'hui en France qui pourraient produire beaucoup plus au niveau de l'eau chaude, par exemple. Je pense au solaire thermique, par exemple. Je pense aussi au biométhane, bien sûr. Il y a la valorisation moderne de la biomasse. Le bois solide, mais aussi le bois gazeux par pyrogazéification, produisant du gaz vert. Je pense aussi à la géothermie de surface. La géothermie profonde, c'est pour après-demain. On ne sait pas faire aujourd'hui. Sauf à faire comme pour les gaz de schiste, des techniques qui provoquent des mini-séismes. C'est pour ça qu'on a arrêté en Alsace, là où c'était expérimentalement le plus avancé. Donc la géothermie profonde, donc peut-être, mais après-demain. La géothermie de façade, par contre, oui, on peut, comme le solaire thermique, le développer pour la chaleur renouvelable. C'est un point important. Tout ça doit se faire, évidemment, comme la sobriété, dans le cadre de la justice sociale. Il ne s'agit pas d'imposer une austérité contraignante à des gens qui sont déjà dans l'austérité, qui ont déjà un pouvoir d'achat très faible et qui subissent des inégalités. C'est lié au problème du financement de tout ça, parce que tout ça va coûter cher, il faut le dire. Et évidemment, le principe, j'y vais y revenir, c'est de la justice équitable, c'est le principe pollueur-payeur, en gros, pour aller très très vite. Bien, on parle donc d'abord du premier pilier, j'ai dit sobriété, efficacité énergétique, énergie renouvelable, on parle d'abord de sobriété. Alors, je parle de sobriété au sens courant du terme, mais il est maintenant complètement intégré, il faut le savoir, par les organismes publics et parapublics qui s'occupent de transition énergétique. Par exemple, même RTE, le réseau de transport d'électricité, a intégré un scénario sobriété. Et dans tous ces scénarios, il y a au moins un pan sobriété. L'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, l'avait déjà fait. Une association comme Negawatt, qu'il faut saluer sur ce plan-là, a toujours mis l'accent et a mis au cœur de nos débats des dispositifs de sobriété. Qu'est-ce que c'est que la sobriété? En gros, c'est un ensemble de mesures qui sont individuelles, mais surtout collectives, appuyées par des politiques publiques, de pratiques qui permettent d'éviter la demande d'énergie et de matériaux, tout en assurant le bien-être de tous. Bien sûr, ça suppose au passage, parallèlement, une redistribution des richesses, une lutte contre les inégalités, parce que tout le monde n'est pas sur le même plan. Un smigard et un milliardaire ne sont pas sur le même plan. Ça renvoie à des propositions de réforme fiscale très fortes. Alors, est-ce que les éco-gestes, pour autant, sont anecdotiques? Non, quand ils sont multipliés par des millions et des millions de personnes et suivis, appliqués, ils ont un effet énorme. Je vais prendre un seul exemple, au moment où le gouvernement de Borne avait demandé un effort de sobriété aux Françaises et aux Français, avec le chauffage à 19 degrés dans les bâtiments publics.
Eh bien, effectivement, ça a été suivi, majoritairement, à 70%, je crois, et ça a un résultat, quantitativement, en tonnes de CO2 évitées, assez important. Donc ne disons pas que les éco-gestes qui sont multipliés par la sensibilisation, l'information, sont sans importance. L'exemple des 19 degrés de chauffage le prouve. Mais il faut prendre des mesures collectives beaucoup plus importantes. Alors, j'en prendrai 3, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Par exemple, Négawatt disait, c'est très bien d'avoir fait les 19 degrés de chauffage, là où c'est possible, évidemment, pas dans les crèches, pas dans les EHPAD, on est bien d'accord. Soyons pragmatiques. Mais on aurait pu faire la même chose pour tout ce qui est du tertiaire et des bâtiments de bureaux, pour la ventilation. On arrête la ventilation le week-end, quand il n'y a personne, ou les jours où il n'y a personne, en télétravail, dans les bureaux. On la remet quelques heures avant que les gens ne reviennent. Ça ne pose pas de problème de santé publique, ça ne pose pas de problème de technique. Il faut un interrupteur de ventilation. Ça rapporte aussi beaucoup. On aurait pu aller au-delà, mais là, il y a un problème d'acceptabilité sociale. On l'avait vu. C'est limiter tout simplement la vitesse sur les autoroutes et les routes nationales. Ça coûte pas cher, ça, c'est gratuit. Et on consomme moins, évidemment, et c'est bon pour le porte-monnaie. Mais là, il faut le reconnaître, quel que soit le gouvernement en place, il y a un refus de beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui estiment que c'est pas utile. Alors, je prendrai néanmoins 3 exemples. J'en prendrai 2 volontairement provocateurs un peu, parce que ça renvoie à tout le monde. Et pas seulement aux gros capitalistes, aux hyper riches et aux riches. Mais ça renvoie pas seulement aux classes moyennes, on fait partie, mais aussi en partie aux classes populaires et même aux jeunes. Alors je vais les prendre dans un ordre de croissance, décroissance. Je vais partir de ce qui est le plus amusant, si je puis dire, et le plus facile, pour aller vers le plus difficile et le plus significatif aussi. Au passage, si on me pose la question, je reviendrai pourquoi j'utilise l'idée de sobriété et non pas l'idée de décroissance. Je fais une différence, même si dans mon propos, il y a évidemment l'idée d'une décroissance de l'empreinte écologique à travers une décroissance des flux de matière et d'énergie. D'ailleurs, je rappelle que même RTE prévoit des économies d'énergie de 40% d'ici 2050. Donc une certaine décroissance, entre guillemets, mais qui n'est pas forcément la décroissance du PIB. On pourra y revenir sur cette question. J'utilise le terme de sobriété parce que tout de suite, on est sur la consommation aussi, et pas sur quelque chose de plus généralisé. Parce que le PIB a beaucoup de défauts, et d'ailleurs on a une députée écologiste, Eva Sass, qui avait proposé de le remplacer par des indicateurs de développement humain, et c'est notre position. Mais il comptabilise néanmoins les accidents de voiture, par exemple, dans le volume de production de richesse, qui est absurde, mais il comptabilise aussi le nombre d'emplois, la valeur créée par ces emplois, même si on réduit le temps de travail. Et par conséquent, on n'est pas du tout sûr, il n'y a aucun livre robuste sur cette question, dit l'ADEME, même pas le dernier de Thomas, c'est peut-être pas son prénom, Timothée Paric, sur la décroissance, qui indique qu'on va créer beaucoup d'emplois dans les énergies renouvelables, dans l'isolation thermique des bâtiments, etc. Donc on va utiliser des matériaux, on va créer des emplois, on va créer de la valeur d'une certaine façon. Et comment ça sera comptabilisé même dans le cadre du PIB ? Comme plutôt une augmentation de certains secteurs du PIB. Donc quand on parle de croissance et de décroissance, j'ai toujours envie de dire décroissance de quoi ? Croissance de quoi ? Moi, je suis pour la croissance des énergies renouvelables. Je suis pour la croissance du bâtiment et du logement, du ferroviaire et d'un grand plan ferroviaire, de la chimie verte. Bon. Et je suis pour la décroissance, évidemment, de beaucoup de choses, des SUV, des yachts privés, des jets privés, mais au-delà, de tas de secteurs industriels. Alors, 3 points d'un plan de sobriété. Le premier auquel on ne pense pas beaucoup, je l'ai jamais vu, par exemple, je dois le dire à mon grand regret, proposé par les écologistes, c'est le textile. Eh oui, c'est le textile.
il faut constater qu'au niveau mondial, en 2022, c'est nos derniers chiffres, il y a 3,3 milliards de vêtements neufs qui ont été achetés dans le monde. C'est quand même pas mal. Et ça représente 4 milliards de tonnes de CO2 par an. 4 milliards de tonnes de CO2 par an au niveau mondial. Et c'est 3 à 4%, selon les experts, de l'empreinte carbone d'un Français. Je rappelle qu'en France, en 2022, on a acheté en moyenne, par habitant, pas par foyer, par habitant, 9,5 kg de textile. Alors, dans le textile, il y a les vêtements, bien sûr, mais on y ajoute les chaussures, y compris en cuir, et tout ce qui est aussi linge de maison, etc. Hein. Mais 9,5 kg, excusez-moi, c'est presque le double de ce que l'on achetait en 1980. On n'était pas moins bien vêtis. Hein. De ce point de vue-là, il faut le dire, c'est pas forcément que les couches privilégiées avec la mode, etc. Non, c'est la fast fashion. Hein. C'est les t-shirts qui sont à 19 euros, 13 euros, qui sont pas chers, bon, qui font qu'on achète et qu'on jette, ou qu'on met dans sa penderie une partie des vêtements qu'on ne porte pas, ou qu'on porte très peu de fois, et qu'on ne fait jamais plus réparer, ni même les chaussures en cuir. Les jeunes... alors, quelles sont les couches sociales qui achètent le plus? On va dire les couches aisées. C'est vrai et c'est pas vrai. Elles ne sont pas les seules, je dirais. Et en particulier, il y a un élément très important, c'est les strates d'âge. C'est les 18-25 ans qui achètent le plus. Et en particulier, ils achètent le plus de chaussures, parce qu'ils portent en général des chaussures qui se réparent mal, et qui ne sont pas en cuir, des baskets, etc. Donc, et qui durent 2-3 ans, et puis il faut changer de chaussures. Donc comme quoi, c'est pas si simple. Alors, 42 vêtements de textile, au sens large que j'ai défini avec les chaussures par an, par habitant en France, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, je voudrais que Hugo nous mette le sigle, et non seulement le sigle, mais le lien avec un site vraiment formidable qui s'appelle Loom, L-O-2-M, et qui a un site aussi qui va avec la mode à l'envers. Ce sont des gens qui font du textile, qui font de la mode, mais durable, sobre, avec une variété de production pour autant. On n'est pas habillés tous en uniforme de la même façon, rassurez-vous. Et ils produisent sur leur site de très bons... Ils font un peu de publicité, de promotion de leur propre production de textile. Et c'est très intéressant parce que c'est une tendance qui existe à nouveau dans le Nord. Et ils expliquent dans un de leurs articles sur entreprise, économie et textile qu'on peut marier justement sobriété, c'est-à-dire moins acheter, et relocalisation d'un textile durable et sobre en France, et création d'emplois. Et ça, c'est assez intéressant, parce que beaucoup de gens croient que la sobriété s'oppose à l'emploi. Non, la sobriété et l'écologie ne s'opposent pas à l'emploi. À certains emplois, oui, mais pas à l'emploi en soi. Au contraire, la sobriété, c'est le contraire des politiques économiques que les néolibéraux ont menées jusqu'à présent. C'est-à-dire une politique d'adaptation au marché mondial, libéralisé, financiarisé, à la compétitivité. Et c'est important de voir que justement, la sobriété va de pair avec une certaine, pas totale, mais une certaine relocalisation des activités. Et à une certaine, même de façon sélective et verte, réindustrialisation d'un pays comme la France qui s'est beaucoup désindustrialisé. C'est vrai pour le textile, par exemple. Allez voir sur Loom et la mode à l'envers. Alors, il y a d'autres possibilités que celles qui disent et qui développent très bien, de façon très argumentée sur le plan économique. C'est tout simplement l'interdiction réglementaire de pratiques excessives de renouvellement des modèles. Avant, et avant, c'est pas Mathusalem, c'est il y a 10 ans, il y avait 2 modes, printemps, été et hiver. Bon, là, il y en a pratiquement toute l'année, ça pose des problèmes. Et puis, l'idée d'un bonus de réparation du textile, et notamment de nos chaussures, c'est très intéressant pour les chaussures, en tout cas en cuir, mais aussi, le disent, et ils ont créé une forme de basket beaucoup plus durable et réparable pour les chaussures.
Alors, il y a une agence officielle d'État qui s'appelle Refashion, qui travaille là-dessus. Et l'idée, ce serait de passer de 19% à 35% de remboursement pour les vêtements. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup, les gens ne le feront pas, parce que les vêtements coûtent très peu cher. Les t-shirts, par exemple, que les jeunes achètent, très peu cher. Ça, c'est évident. Par contre, pour les chaussures, ça peut monter, notamment en cuir, le refashion peut monter jusqu'à 25 euros, ce qui n'est quand même pas rien comme économie. Donc c'est un bonus en quelque sorte pour la réparation. Alors cela dit, il faut labelliser les cordonniers. On devrait à partir de janvier 2024 en labelliser 600 sur le territoire national. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Oui, mais enfin vous savez, il y avait 45 000 cordonniers en 1950 en France. Avec l'évolution des modes, etc., il n'y en a plus que 3600. Donc commencer par 600, c'est pas mal. Vous n'en aurez peut-être pas au coin de votre rue, mais vous en aurez un dans votre commune, au moins. Et c'est cette idée de refashion, avec ce bonus donc, de réparation, s'inscrit dans ce qui a été fait et qui fonctionne sur l'électroménager. Sur l'électroménager, vous avez un bonus de réparation sur votre lave-vaisselle, etc., etc. Et ça me fait penser au gag qui a déclenché la colère de certains avec la magnifique idée de dévendeur que l'ADEME a produit, où on voit un dévendeur conseiller à une dame qui vient changer sa machine à laver parce qu'elle ne marche pas, de vérifier déjà si on ne peut pas la réparer. Ah, bonjour. Ah bonjour, j'ai un petit souci avec ma machine à laver, donc je me suis dit autant en racheter une, mais là, vous me conseillez laquelle? Ah bah aucune. Pourquoi elles sont pas bien vos machines? Ah si, mais je vous déconseille d'en acheter. D'accord, j'ai pas compris. Non, c'est parce que moi je suis dévendeur. Allez d'abord voir notre service réparation. Et puis si c'est un petit souci, ça devrait pouvoir se régler facilement. Et ce sera mieux pour la planète et votre porte-monnaie. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Et puis la sobriété, c'est ça. On s'attaque au besoin lui-même, on le remet en question. C'est le troisième dévendeur qui dit « mais vous avez déjà un beau polo, vous avez plein d'achats, avez-vous vraiment besoin d'un autre polo ?» Voilà. Alors, le deuxième point qui est plus important que le textile, qui fait quand même, je le rappelle, 3 à 4% de nos gaz à effet de serre dans notre empreinte carbone de française, c'est tout ce qui touche à l'alimentation. Et qui renvoie à la transition agroalimentaire. Parce que on parle de consommation, mais il y a la production, il y a l'industrie. Et il y a une véritable industrie agroalimentaire. Alors là, c'est beaucoup plus important encore, puisque c'est 24% des gaz à effet de serre dans le monde et 19% en France. Autrement dit, c'est le deuxième secteur après les transports. On l'oublie souvent. Alors, les 24% de gaz à effet de serre dans le monde, c'est beaucoup lié à la déforestation, au fait qu'on fait des cultures intensives, mais souvent pour l'alimentation du bétail, le soja par exemple, les tourteaux de soja en Amazonie, l'huile de palme, etc. Mais en France, c'est 12% de gaz à effet de serre dans notre empreinte carbone pour la viande, et et pour la viande rouge. Là, je vous conseille au passage d'écouter une très bonne émission du Monde, du journal Le Monde, pardon. Du journal Le Monde qui fait des podcasts, on peut les revoir, qui s'appelle Chaleur humaine comme émission. Très bonne émission. Et là, par exemple, il y a eu une chercheuse qui est venue, qui a été interviewée, qui s'appelle Madame Karine Barbier, qui a fait un gros travail sur la viande, sur notre alimentation. Et c'est un numéro qui s'appelle Climat, faut-il manger de la viande? Et qui montre en tout cas qu'un kilo de bœuf, c'est 14 kilos de CO2 équivalent. C'est la viande rouge, c'est les ruminants. Parce que la rumination plus leur type d'alimentation qui se font en général dans des fermes-usines, vous avez 60% des animaux d'élevage qui sont enlevés, qui sont dans des secteurs liés à ces fermes-usines. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en prairie, ils ne sont pas à l'air libre. Et plus l'importation des céréales qui est faite pour la production animale, c'est énorme. C'est énorme. Donc beaucoup d'élevage intensif. Alors, d'autres viandes sont moins graves,
Par exemple, le porc, c'est 4 kg de CO2 équivalent, au lieu de 14 kg des ruminants. Et pour la volaille, c'est 2 kg. Donc, il y a le choix, on n'est pas forcé d'être végétarien pour autant. Moi, je suis omnivore et j'aime bien la viande. C'est une bonne concordance avec les problèmes de santé, puisque nous, on mange en France 80 kg de viande par an, en moyenne. Alors évidemment, là encore, avec des inégalités sociales très fortes, mais comme pour le textile, il y a du low cost, et il y a de la viande transformée. Et il ne faut pas s'imaginer que... Alors évidemment, les riches achètent de la viande fraîche, qui est chère, très chère, les pauvres achètent dans les grandes surfaces de la viande transformée. Et tout le monde mange trop de viande. Ça provoque des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité. Voilà. Un des leviers ici, très important, c'est au niveau de la consommation en tout cas, c'est tout ce qui est restauration scolaire. C'est-à-dire restauration hors domicile, quelque part. Pas seulement les cantines pour les scolariser, les enfants des écoles, les lycéens, les collégiens, mais aussi là où il y a des cantines, dans les bureaux, dans les services, dans les grandes et moyennes entreprises. Donc cette restauration hors domicile, elle peut jouer un rôle en proposant, elle a des leviers, des plats plus éco-citoyens, en proposant un repas végétarien par semaine ou deux, en proposant moins de viande quand elle propose de la viande, et en tout cas pas de la viande de ruminants, mais plutôt de la viande de porc, et si les gens, pour des raisons culturelles, ne mangent pas de viande, eh bien, de porc, eh bien de la volaille, avec des portions, et la viande non pas au milieu du plat, mais plutôt en accompagnement, et les légumes au milieu du plat. Donc c'est un point important. Alors, il y a des problèmes au niveau des cantines, je sais, pour les achats, il y a un problème de moins-disant, il y a donc une réglementation probablement à changer. Sur ce point, à part l'émission du Monde, du journal Le Monde, Chaleur humaine, sur la viande, faut-il manger de la viande, je vous conseille également d'aller sur le site, l'excellent site du RAC, le réseau Action Climat, qui a fait toute une série d'études, de travaux, de propositions sur les modifications, cette fois-ci au niveau de la production agroalimentaire et de l'industrie agroalimentaire, pour passer, non pas par un coup de baguette magique du jour au lendemain, progressivement bien sûr, des fermes-usines à un élevage en prairie. Ça, c'est un point très important. Un élevage durable, je dirais, y compris pour les ruminants, avec des changements d'alimentation qui peuvent aussi être faits pour eux. Vous avez, ils ont publié entre autres une lettre ouverte de 103 associations et organisations environnementales et alimentaires qui s'appelle « Pour une véritable stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat ». Vous trouvez ça sur Internet en cherchant au niveau du site du RAC, le réseau Action Climat. Vous avez également le ELV, Europe Écologie Les Verts, qui a fait pas mal de publications sur ce thème. Par exemple, pour une agriculture des gens et du vivant. C'est le groupe écologiste du Sénat qui a fait ça en particulier et qui l'a fait de façon, je crois, assez intéressante. Voilà. C'est donc un deuxième plan qui renvoie à la consommation, qui renvoie à la production, changer les modes de production, évidemment, et l'industrie agroalimentaire. Le troisième point qui est plus décisif encore, vu que c'est le secteur qui produit le plus de gaz à effet de serre, c'est évidemment la mobilité des transports. Et là, incontestablement, nos véhicules jouent pour 66% de ces gaz à effet de serre. Donc il faut, au niveau de la sobriété, essayer de sensibiliser, mais aussi de créer les infrastructures, et c'est là où c'est lié non pas à des éco-gestes, mais à des politiques publiques, des structures qui permettent, par exemple, le vélo. Le vélo qui connaît une véritable révolution, puisqu'il y a maintenant des vélos à assistance électrique. Donc des gens qui ne faisaient pas de vélo peuvent en faire. Faut-il encore Hollande, les gens de plus de 70 ans font plus de vélo que le français moyen. C'est quand même étonnant. Bon, voilà. Ça, c'est de la sobriété, comme serait de la sobriété un grand plan pour rénover le chemin de fer, le ferroviaire. C'est essentiel. C'est essentiel. Y compris pour les vacances. On a réouvert des trains de nuit, c'est une bonne nouvelle. Mais il faudrait environ 5, 7, 8, 10 milliards, disait Vassas, par an pour l'instant, pour aller vite,
sur le ferroviaire pour faire un transfert suffisant des voitures particulières sur le chemin de fer. Et là où c'est le pire, c'est évidemment sur le fret de marchandises, où ça a diminué considérablement par rapport à ce qui était prévu au Grenelle de l'environnement sous Sarkozy. Tout ça, c'est de la sobriété. Sobriété qui peut être dimensionnelle, qui peut être de comportement, mais qui doit toujours renvoyer à des comportements qui s'articulent avec des politiques publiques. Consommation et production mise en cause. Rapport de production et rapport de consommation mis en cause. Il ne s'agit pas seulement de comportements individuels et vertueux. La sobriété dont je parle, c'est pas forcément, comme Pierre Rabhi et Colibri, avoir une... tout le monde n'est pas vertueux comme Pierre Rabhi, disons, pour aller vite. C'est pas forcément ça. C'est vraiment d'utilité majeure et publique. Alors, ça, c'est la sobriété qui remet en question le besoin lui-même. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité énergétique. Comment la distinguer de la sobriété? C'est simple, on garde le même besoin, mais on dépense moins d'énergie grâce à des évolutions techniques. Alors, il y a des choses formidables. Prenons chez nous tous, on a besoin de lumière, surtout en hiver. Bon, on allume, on a besoin de lumière. C'est bon pour le mental et c'est bon aussi pour y voir clair. Bon. Le passage au LED, par exemple, par rapport aux ampoules d'avant, c'est de l'efficacité énergétique. Et de ce point de vue, c'est remarquable. Et les villes peuvent le faire. D'ailleurs, je crois qu'Hugo nous dira qu'il y a une politique au niveau de l'éclairage public qui est intéressante et qui doit être comptabilisée en termes d'économie, d'énergie. La chose peut se faire pour tout ce qui est également de nos appareils, appareils électroménagers, smartphones, Internet, etc. Pour ce qui est de nos appareils électroménagers, on sait que, par exemple, les frigidaires, chacun un frigidaire en particulier, ont connu une véritable révolution. Et que les frigidaires triple A consomment beaucoup moins d'énergie. Un petit peu plus cher à l'achat, mais on s'y retrouve très très vite. Et ce qui est vrai pour le frigidaire est vrai pour beaucoup d'appareils électroménagers. Alors c'est moins vrai aujourd'hui pour les smartphones, c'est plus compliqué, et pour Internet, mais là je dirais qu'il faut mettre l'accent sur la réparabilité, les pièces de rechange et la lutte contre l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que ça dure plus longtemps que ça ne dure. Et c'est quand même des choses, à mon avis, tout à fait raisonnables et possibles. Alors, l'efficacité énergétique, c'est aussi, et beaucoup, la voiture. Et là, c'est le passage, malgré que ce ne soit pas parfait, et que ça ne règle pas tous les problèmes de la place de la voiture dans notre société, c'est le passage de la voiture thermique à la voiture électrique. Sur l'ensemble du cycle de la vie, c'est un gros bénéfice en termes de CO2, mais aussi de pollution sonore, mais aussi de particules fines qui font qu'il y a des dizaines de milliers de morts à cause de la mauvaise qualité de l'air due à notre trafic lié au thermique et au diesel. Donc c'est bénéfice, c'est un plus. Bien sûr, la voiture électrique, le problème, c'est où elle est produite. Le risque, c'est qu'on soit envahi par des voitures chinoises et qu'on continue les délocalisations. La petite voiture Clio électrique, elle est produite en Europe, mais pas en France. Il serait bon quand même qu'en France, on puisse produire une voiture avec des emplois sur le territoire, qu'on réindustrialise, là aussi, comme pour le textile, et surtout que la voiture électrique, citadine par exemple, ne soit pas trop grosse. Parce que si c'est pour faire un SUV électrique, c'est une hérésie. Un SUV électrique, ça nécessite une grosse batterie avec beaucoup de lithium. Et ça pose quand même quelques problèmes en matière de sobriété de matériaux. Alors je rappelle que donc un véhicule, une petite citadine urbaine, c'est tout à fait possible. Il y a eu des tas de propositions, y compris syndicales. Par exemple, la CFDT a travaillé avec Greenpeace et d'autres organisations, et on trouve ça là aussi sur le site de Greenpeace, mais aussi sur le site du RAC, du Réseau Action Climat, sur les conditions, les bonnes conditions pour avoir une voiture électrique effectivement écolo et sociale. C'est un point important.
Et puis, non, excusez-moi, la CFDT a travaillé avec la FNH de Hulot, la Fondation Nature et Hommes. C'est là-dessus qu'on trouve leur document, qui est un document assez étayé, qui s'appelle « À quelles conditions les véhicules électriques ?» Par contre, Greenpeace et Oxfam ont travaillé avec la CGT, plus récemment, à Pantin, et dans un forum sur l'avenir de l'automobile. Et ils ont proposé, et ils se sont mis d'accord, pas sur les hybrides et sur les berlines, mais sur l'idée d'une voiture électrique produite en France qui ne soit pas trop volumineuse. Parce que le gros problème, c'est évidemment qu'un véhicule sur neuf en France, aujourd'hui, même si le marché d'occasion a explosé par ailleurs, mais un véhicule neuf sur deux est très lourd, très polluant et très cher. Très gourmand en matières premières. Et 15% de plus de carburant, 20% de plus de pollution. C'est les SUV. C'est les SUV. Et ça, c'est terrible. Et pour ça, il n'y a qu'une manière. Il faut en passer par une manière réglementaire. Il faudrait un bonus-malus de poids qui soit réellement dissuasif. 1400 kg, 1300 kg pour le thermique, 1800 kg pour l'électrique, par exemple. C'est des genres à discuter, bien sûr. Parce qu'on est toujours sur l'efficacité énergétique. On vient de parler évidemment des transports, c'est très important. Mais on a vu que le bâtiment, le tertiaire, c'est aussi important. 19% des gaz à effet de serre. Et là, la mesure phare, ce n'est pas le véhicule électrique, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est essentiel. Alors, il y a deux obstacles. Un, c'est vrai que c'est coûteux, aussi bien pour les particuliers dans le reste à charge qu'il faut augmenter par l'État et les pouvoirs publics, mais aussi pour les pouvoirs publics. En dehors du problème du financement, il y a le problème de la formation. C'est-à-dire que souvent, pour les maisons individuelles en tout cas, mais aussi pour les bailleurs sociaux, il faut des équipes. Il y a plusieurs métiers à mettre en relation. C'est pas seulement des maçons, c'est des ventilistes, c'est des tas de métiers précis. Or, souvent, les artisans ne travaillent pas ensemble, ne se coordonnent pas ensemble. Là, il y a un rôle des pouvoirs publics, et c'est pour ça que je pense qu'il faut comme l'équivalent, en gros, d'un service public de l'habitat, notamment pour la formation. Bon, cela dit, quels sont les bénéfices et les coûts d'un plan de rénovation sur 10 ans? Ils sont énormes. Énormes. C'est en ce sens que c'est intéressant. Les écologistes proposent un plan sur 10 ans avec un investissement total qui est quand même énorme, il faut le dire, je l'ai dit, de 70 milliards, moitié pour le secteur privé, entre guillemets, moitié pour les propriétaires et les bailleurs. Il n'est pas dit que les secteurs privés puissent le faire, parce qu'il y a beaucoup, il ne faut pas l'oublier aussi, de logements vides qui sont dus au fait que ce sont des petits propriétaires. Ce n'est pas que des institutionnels qu'il y a derrière, qu'il faut viser, bien sûr, en premier. Mais des fois, ce sont des petits propriétaires qui eux-mêmes n'ont pas les moyens. Ils sont en nombre, hein. Ce n'est pas du tout marginal. L'investissement public, c'est 37 milliards. Donc, à minima, 4 milliards d'euros par an. De 2020 à 2030. C'est déjà passé. Les bénéfices, disent par exemple le CLER, le comité de liaison des énergies renouvelables, qui a fait un travail là-dessus, mais aussi Doremi, qui est lié à Négawatt, c'est 1,10 € pour 1 € investi grâce aux recettes fiscales nouvelles générées par les emplois créés par les économies sur la santé. C'est 93 000 emplois créés et 700 millions sur la santé. Alors évidemment, vous vous en doutez, c'est critiqué, c'est critiquable, c'est 700 millions sur la santé. Le CLER, le réseau pour la transition énergétique, a publié récemment, je vous conseille de le voir, un site qui s'appelle « Luttons contre les idées fausses » à propos de la rénovation énergétique. Alors, la prime rénov' a quand même été augmentée, hein, c'est l'aide de l'État. Hein. Bon. Y
compris pour les bailleurs modestes et les propriétaires modestes. Il reste un charge qui est encore trop important. C'est pour ça que Guillaume Gontard, qui est un sénateur écologiste, qui a travaillé sur un rapport là-dessus récemment, et c'est d'ailleurs demain soir qu'il fait une restitution de son rapport au Sénat, qui s'appelle Conclusions et propositions de la commission d'enquête qu'il a menée sur la rénovation énergétique. En gros, il dit, voilà, il faut augmenter la hausse du plafond de l'éco-prêt à taux zéro pour logement, pour les rénovations dites globales qui sont en fait performantes, qui ne sont pas totales. Et il faut un abondement d'1,5 milliard pour le budget des bailleurs sociaux. Voilà, en gros, ce qu'il dit, avec une programmation budgétaire pluriannuelle. Ce serait des améliorations sérieuses. Quand on parle de rénovation énergétique performante, ça ne veut pas dire forcément totalement global. Totalement global, c'est 6 choses à faire. Du sol, je veux dire, des combes au sol, au plafond, au mur, aux entrants, etc., etc. Si vous en faites 3 ou 4, plus le changement de chauffage, évidemment, très important, 66% quand même des gaz à effet de serre pour notre production domestique, vous arrivez à C, à une catégorie C, et c'est correct, très correct, c'est comme correct. Vous n'avez plus de passoire thermique en tout cas. Alors évidemment, il y a en plus de ça le problème du chauffage. J'ai parlé du solaire thermique pour l'eau chaude. Secteur sinistré, 1%, c'est ridicule, on peut monter au moins à 5-6%. Et évidemment, il y a les fameuses pompes à chaleur, mais elles coûtent cher à l'achat, donc là aussi, il faut une aide, mais elles sont très efficaces. Et le Rolls-Royce des pompes à chaleur, c'est les pompes à chaleur qui fonctionnent avec la géothermie de surface. Mais il n'y a pas que la géothermie de surface pour faire des pompes à chaleur. Et puis il y a le bois solide. Alors pas dans les cheminées anciennes, parce que ça produit des particules fines, c'est absolument terrible. C'était une des causes de la pollution à Grenoble. Bon. Qui est en plus en cuvette. Tous les gens autour, dans les collines, se chauffaient à l'ancienne avec du bois. Dans les vieilles cheminées, c'est plus possible. Mais aujourd'hui, on a des inserts, on a des matériaux très modernes qui viennent souvent de Scandinavie, mais maintenant avec le label vert flamme, on a ça en France, produit en France, où on met le bois, non pas avec des bûches, comme dans la cheminée dans ce temps, même si c'est moins beau, mais en copeaux ou autrement, qui sont extrêmement efficaces. Donc le bois solide est très efficace. En attendant le développement du gaz vert, l'ADEME et GRDF ont fait un plan disant qu'on pourrait atteindre 50% de gaz vert et de demande en 2050. Bon, j'ai un petit doute moi là-dessus, mais c'est quand même une piste réelle et significative, importante. Voilà, donc la rénovation thermique, c'est fondamental pour l'efficacité énergétique.